Voilà, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour un webinaire avec Dr Henri sur les angines. Cette petite affection qu'on considère être de l'hiver et qui parfois peut euh, nous embêter un petit peu quand elle devient récurrente. Et pas seulement chez les enfants, les adolescents, ça peut arriver exceptionnellement aux adultes aussi. Alors, docteur Henri, je vous laisse nous présenter votre webinaire sur les angines. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur la partie droite du chat et je les retransmettrai au cours de cette heure passée avec vous. Merci, à tout de suite. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, c'est un sujet un petit peu bateau que vous trouvez dans beaucoup d'ouvrages. Néanmoins, c'est un sujet d'abord qui est de circonstances, compte tenu l'hiver. C'est quand même la saison des angines. Et puis, c'est aussi quand même un sujet qui est très intéressant parce que l'angine, ça peut être tout à fait bénin et ça peut être aussi la manifestation de tout un tas d'autres choses. Donc, je vais essayer de vous faire un petit point. Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que tout le monde me voit bien. Oui, on voit très bien. Par contre, il faudrait juste partager votre écran pour le PowerPoint. Voilà, super. Merci. Vous voyez là, le partage avec le PowerPoint? Parfait. Oui, on voit très bien. Bon, ben, c'est parfait. Alors, très bien. Donc, les angines et les maux de gorge, parce qu'évidemment, ça ne va pas se limiter aux amygdales, ça va gagner un petit peu toute cette zone lymphoïde des végétations de la gorge, des ganglions et puis des sinus, évidemment. Hein. Donc, on peut parler de maux de gorge. Alors, selon l'OMS, on compterait plus de 9 millions de diagnostics d'angines en France chaque année, ce qui en fait une des maladies infectieuses les plus fréquentes. Cette amygdalite aiguë est une inflammation des amygdales palatines, voire du pharynx, caractérisée par le mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à déglutir, des ganglions cervicaux. Et parfois beaucoup d'autres choses, de la toux, même des vomissements quand les amygdales sont très grosses, des difficultés à respirer par le nez, etc. En fait, l'angine est souvent bénigne, elle peut être douloureuse et parfois nécessiter un traitement antibiotique. Alors, on va voir que l'antibiothérapie ne se justifie que dans des cas très particuliers et toujours avec un antibiogramme. Il faut arrêter de faire des antibiothérapies à l'aveugle. Comme je le dis souvent, on apprend en faculté que tous les antibiotiques sont immunodépresseurs, soit par action directe ou indirecte, et que la multiplicité de l'antibiothérapie non seulement va affaiblir le sujet, mais en plus va sélectionner les germes résistants. Et donc, une antibiothérapie, si elle n'est pas ciblée, elle est catastrophique. Donc, il va falloir vraiment faire attention à ne pas sauter sur l'antibiotique comme on le faisait il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une infection considérée comme une infection d'hiver. Il n'est pas rare cependant de voir des consultants présenter des angines à répétition, et c'est précisément ce cas de figure que les thérapeutes de santé naturelle auront à accompagner. Oui, c'est clair. Alors, les causes. Alors, elles se rencontrent volontiers chez l'enfant et l'adolescent. Elles sont plus rares avant 18 mois et chez l'adulte. L'infection est dans plus de 3/4 des cas d'origine virale. Adénovirus, virus influenzé, virus respiratoire syncytial, virus para-influenzé, etc. Donc en fait, vous voyez que la plupart du temps, elle va être bruyante, mais elle va guérir toute seule. Donc pas de panique, a priori, dans les angines. Mais elle peut être néanmoins aussi d'origine bactérienne. Et là, on a un intrus qui est quand même intéressant à identifier, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qu'on appelle le SGA, qui est la bactérie la plus fréquemment rencontrée, une fois sur 5, tous âges confondus. Alors, c'est intéressant cette bactérie parce qu'elle a un motif antigénique sur sa paroi qui ressemble au motif antigénique des membranes cardiaques, des membranes articulaires et du glomérule
du rein. Donc, la persistance de ce streptocoque bêta-hémolytique va entraîner des réactions auto-immunes et va créer des lésions de type rhumatisme articulaire aigu, myocardite, et en particulier, autrefois, on voyait beaucoup d'atteintes valvulaires après streptococcique, et puis une albuminurie qui est souvent la manifestation d'une glomérulonéphrite à bas bruit. Donc, l'angine à streptocoque doit absolument être diagnostiquée et doit absolument être traitée par antibiothérapie. Si vous ratez ce diagnostic, votre responsabilité est engagée et surtout le patient risque de se retrouver avec des complications graves qui aura du mal à gérer par la suite. Moi, je me rappelle d'une époque où on voyait en cardio, on voyait beaucoup de valvulopathie post-streptococcique. Et beaucoup de gens qu'on était obligés d'opérer, de rétrécissement mitral, enfin, de tout un tas de pathologies valvulaires qui étaient suite de RA. Alors, dans des cas plus rares, on voit des germes un petit peu atypiques. La diphtérie, heureusement, on la voit pratiquement plus en Europe de l'Ouest. Les angines furospirillaires de Vincent. Alors, l'angine de Vincent, j'en ai vu 2 dans ma vie, mais en fait, c'est une angine quand même assez grave et surtout qu'on a intérêt à traiter par antibiotiques parce qu'elle va résister longtemps avant que le sujet puisse prendre le dessus. Ou alors être un élément, l'angine sera l'élément d'un tableau plus vaste, comme par exemple la mononucléose infectieuse, avec une sinusite, avec des atteintes ganglionnaires, etc. La rougeole aussi, et puis bien sûr, on aura des angines également dans certaines formes de leucémie, au début. Alors, faut-il donner des antibiotiques? On peut dire que, objectivement, le bon côté d'avoir fait pendant une trentaine d'années de l'antibiothérapie systématique dans l'angine, c'est qu'on a fait quasiment disparaître le rhumatisme articulaire aigu. Et donc, maintenant, c'est très rare de voir des valvulopathies ou des atteintes glomérulaires chez la tranche d'âge qui a été systématiquement antibiothérapie. Bon, ceci dit, il y a d'autres complications qui sont liées à l'antibiothérapie. Mais enfin, en tout cas, objectivement, ça a eu ce bon effet-là. Alors, les angines virales évoluent le plus souvent favorablement, mais complications potentiellement graves dont je viens de parler, le rhumatisme articulaire aigu et la glomérulonéphrite aiguë étant en premier lieu. Les complications septiques locales, on a des atteintes en particulier cutanées et muqueuses générales, et enfin relativement importantes, et puis même générales avec des méningites à streptocoque A, un petit peu A. Alors le traitement, il est assez simple. On met en place, dès qu'on a fait un écouvillonnage, et on a maintenant des petits streptotests qui permettent en quelques minutes de dire si c'est un streptocoque A. Et à ce moment-là, on prescrit une bêta-lactamine, c'est-à-dire une pénicilline ou une amoxicilline, et en principe, l'angine régresse et il n'y a pas de suite. Si le sujet est allergique à la pénicilline, on utilisera un macrolide. Mieux supporté au niveau allergique, mais par contre un petit peu plus perturbant au niveau du foie. Seules les angines à streptocoque hémolytique A sont justiciables d'un traitement antibiotique en raison des risques inhérents et du fait que les antibiotiques sont inutiles dans les angines virales. Alors voilà le petit kit du streptotest. Oui, ça tient dans une petite boîte. Il y a un mode d'emploi, il y a des modes de lecture. Il y a 4 petits réactifs, et donc ça prend 5 minutes pour savoir si c'est une angine à streptocoque ou pas. Alors, si vous n'êtes pas équipé, c'est facile de l'envoyer au laboratoire, et le laboratoire vous donnera dans la soirée les résultats du streptotest. Alors, le diagnostic clinique est facile, donc c'est un syndrome qui associe la fièvre,
la gêne douloureuse à la déglutition, l'inflammation de l'oropharynx. L'oropharynx est rouge, les amygdales sont gonflées. Il peut y avoir d'autres symptômes, des douleurs abdominales, des éruptions. Alors, il faut savoir en particulier que le streptocoque hémolytique A a un petit cousin qui est érythrogène et qui va donner la scarlatine. La scarlatine, c'est une angine à streptocoque A. Et des signes respiratoires, en particulier chez l'enfant, rhinorrhée, toux, enrouement, gêne respiratoire, etc. Ces symptômes sont diversement associés et variables en fonction de l'agent étiologique. Évidemment, il y a des angines qui vont être plus importantes que d'autres. Et l'âge du patient, bien sûr, et son état immunitaire, évidemment. L'examen clinique de l'oropharynx, en principe, suffit à faire le diagnostic de l'angine. Alors, voilà ce qu'on appelle l'angine érythémateuse. Donc, vous voyez l'aluette, les amygdales qui sont gonflées, rouges, qui sont quand même, le diagnostic est relativement facile. Le pharynx et les amygdales sont congestives. Alors, il y a des formes un petit peu plus évoluées. C'est ce qu'on appelle l'angine érythémato-pultacée. Là, l'amygdale qui est les cryptes amygdaliennes se mettent à sécréter du pus. Et a priori, quand il y a du pus, c'est pas plus mauvais, au contraire, c'est que l'organisme est en train de prendre le dessus. Et donc, il est en train d'éliminer les bactéries en cause. Ne paniquez pas parce que vous voyez du pus plein la gorge, c'est souvent un bon signe de guérison. Alors, vous avez l'angine herpétique. Alors, l'angine herpétique, on voit, elle est très inflammatoire. Le pharynx est entièrement inflammatoire. Et il y a des vésicules. Il y a des petites vésicules herpétiques. Alors là, évidemment, cet aspect, on l'observe essentiellement chez les herpès de primo-infection. C'est rare qu'on l'ait chez un herpès qui est récurrent. Alors voilà des angines graves, l'angine ulcéreuse et l'angine pseudomembraneuse. Vous voyez. Et donc l'amygdale est ulcérée et recouverte de fausses membranes qui sont collantes. Et alors on va penser à une angine de Vincent, ou à une mononucléose infectieuse, ou à une diphtérie dans ces cas-là. Alors évidemment, dans ces cas-là, prélèvement, et puis prélèvement local pour l'angine de Vincent. Et puis, pour la diphtérie, la mononucléose infectieuse, on a des sérotests qui permettent de donner des réponses rapides. Que faire une fois que vous avez éliminé le streptocoque hémolytique? Alors, le traitement homéopathique bien choisi permettra d'enrayer en moins de 48 heures cette infection aiguë, la plupart du temps virale, par stimulation spécifique des systèmes de défense et de détoxication. Des fois, il faut 3 jours, soyons honnêtes. Enfin bon, souvent, c'est assez spectaculaire. Quand les remèdes sont bien choisis, ça marche bien. Petit point tout à fait fondamental, essayez de respecter la fièvre, qui est la meilleure défense de l'organisme chez le petit enfant. Alors autrefois, on avait des poires rectales de Dienol chez les petits enfants. Je ne suis pas sûr que ça existe encore. Des suppositoires Chamomilla composés de chez Velleda ou Viburcol du laboratoire Hell. C'est très intéressant parce que ça n'empêche pas la fièvre de monter, ça la limite, mais surtout ça évite le risque convulsif. Donc l'enfant est détendu, plus calme, la maman est détendue aussi, et puis la fièvre fait son travail et va limiter la croissance microbienne et va stimuler les défenses de l'organisme. Alors, une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est mettre un remède homéopathique avec un traitement par les huiles essentielles. Et d'autant plus que vous avez mélangé les huiles essentielles. Alors, un mélange d'huiles essentielles, ce n'est pas la peine de donner des remèdes homéopathiques. Ça ne sert vraiment à rien. Ah, voilà. Alors, on va choisir les remèdes. Ce n'est pas la peine d'en donner 50, souvent 1 ou 2, maximum 3 remèdes suffisent.
Alors, on va utiliser un remède étiologique si la cause est évidente, c'est-à-dire s'il y a eu une contrainte externe qui a permis le déclenchement de l'angine. Aconite napellus, le coup de froid sec, rougeur, peau sèche, absence de soif. Dulcamara, le coup de froid humide, hein, ça c'est, nos amis suisses connaissent bien ça, avec les villas qui sont au bord du lac, hein, les enfants commencent à avoir le nez qui coule, les ganglions pris, puis hop, ils développent une angine après. Ça, c'est quand il y a du brouillard, par exemple. Chamomilla, c'est l'angine de la bouchée dentaire. Et puis, on a une angine très particulière qui est l'angine cataméniale, c'est-à-dire une angine qui arrive avant ou pendant les règles et qui se reproduit à chaque cycle. Alors, c'est assez facile, il n'y a que 2 remèdes qui ont ce symptôme-là, c'est magnésia carbe et lactaninum, avec des problématiques psychologiques un peu différentes. Et à ce moment-là, vous choisirez le bon et vous passez une autre dilution et l'angine ne reviendra plus. Donc là, vous êtes très bon. Non seulement vous allez la guérir, mais elle ne reviendra pas. Les remèdes de la phase inflammatoire. Alors, le grand remède de la phase inflammatoire, c'est belladonna. Hein. Grand remède de rougeur locale, de ganglions hypertrophiés, douloureux, des douleurs battantes, une fièvre élevée, une soif, contrairement à l'aconite qui n'a pas soif, belladonna a soif, une transpiration profuse, la gorge est sèche, sensible, et il y a une aggravation à la toucher du cou. À peine vous touchez les ganglions rétro-amygdaliens, le patient il vous dit stop. Et très intéressant, belladone est un remède qui va diminuer le risque convulsif hyperthermique. Donc ça, on passe en privé. Alors, on pourra, à la place de belladone, on pourra penser à Apis, s'il y a un gros œdème de l'alouette, et en particulier un aspect un peu moins inflammatoire, et surtout une amélioration par les boissons et les applications froides. Donc, en fait, il n'a pas soif. Mais il va prendre de l'eau froide dans la bouche, ça va le calmer. Ou il va se mettre une serviette froide autour du cou et ça va le calmer. Alors, Apis, c'est aussi un remède qu'on utilisera dans l'albuminurie post-streptococcique. Capsicum, le piment de Cayenne, hein, c'est un remède avec angine avec début violent, douleur piquante et surtout très rapidement avec une irradiation à l'oreille et ça peut évoluer en otite moyenne aiguë. Alors bien sûr, dès qu'il y a du pus, on doit penser au mercure. Les mercures sont les remèdes clés du pus. Alors, lequel choisir? Alors, évidemment, le plus simple, c'est celui d'Hahnemann, c'est Mercurus solubilis, hein, c'est celui qu'on va utiliser. La langue est jaune, elle garde l'empreinte des dents, il y a des adénopathies, il y a une soif, une salivation, etc. Et souvent une aggravation à la nuit. Alors les autres, on s'en sert beaucoup moins souvent. Corrosivus, c'est la forme grave ulcérée hémorragique. Donc vraiment, là, on a une angine assez spectaculaire. Protoiodatus et biodatus, c'est en fonction de la latéralité. Et puis cyanatus, là, il y a un aspect d'angine diphtériforme parce que le sujet est prostré, le sujet étouffe. Hein, et surtout, souvent, l'angine va évoluer vers un phlegmon de l'amygdale. Et donc là, que ce soit corrosivus ou cyanatus, on a vraiment des angines graves avec évolution inquiétante. Ceci dit, c'est des grands remèdes. Hein. À partir du moment où vous le donnez, dans les 6 heures, vous voyez l'évolution de toute façon tout à fait remarquable. Souvent, le lendemain, le malade est bien. Il y a des remèdes un peu spécifiques qu'on pourra utiliser à l'occasion. Lycopodium, quand il y a une grosse latéralité droite, c'est souvent un homme. Le nez bouché, hein, un homme avec peau sèche, antécédent de lithiase, on va sujet de type lycopodium. Ou au contraire, l'achésis, la latéralité plus marquée à gauche. L'achésis est un remède d'angine ulcérée et surtout aggravé par les boissons chaudes.
Donc là, évidemment, ça va dépendre du patient et de ses problématiques. Et par sulfure, lui, est un remède intéressant d'engorgement lymphoïde présuppuratif. Et on pourra l'utiliser quand quand le phénomène congestif a du mal à sortir. Ça fera sortir l'angine en se méfiant que l'abcès soit drainable. Éviter, par exemple, vérifier toujours les tympans avant de donner par sulfure, parce que ça peut faire une otite aiguë ou une sinusite aiguë hyperalgique. Des cas particuliers, alors il y en a deux, moi, que j'ai vus même plusieurs fois. La mononucléose infectieuse, qui est un virus Epstein-Barr, qui est un virus du groupe herpès. Alors, il a un remède spécifique, c'est Ailanthus glandulosa, qui est un petit cousin de Mercurius, et avec une tuméfaction considérable du pharynx, une dysphagie, une prostration, mais une température qui n'est pas énorme. Un état qui peut aller jusqu'au délire néanmoins, des adénies importantes et un petit symptôme qui doit vous faire penser à la mononucléose infectieuse, un œdème de la base du nez, c'est-à-dire il y a une espèce d'œdème là. Et cet œdème, c'est le signe d'une sinusite ethmoïdale. Donc méfiez-vous, œdème à la base du nez, probable sinusite ethmoïdale et dans un contexte d'angine, probablement mononucléose infectieuse. Voilà, Kalium bichromicum, l'aspect est aussi ulcératif, donc grave, et surtout, Kalium bichromicum, vous savez que c'est le remède, le bichromate de potasse, c'est le remède qui a le plus de glaire dans la matière médicale. Donc les sécrétions sont jaune-vert, filantes, adhérentes, gélatineuses, enfin bref, le malade est envahi par les glaires. Kalium bichromicum. C'est un très bon remède de sinusite aussi, à partir du moment où il y a un gros engorgement de lymphe. Alors, il y a d'autres cas un petit peu plus pour lesquels on peut penser à d'autres remèdes, la primo-infection herpétique. Là, à ce moment-là, on peut par exemple utiliser Tarantula cubensis, qui est un grand remède suppuratif. Anginéaf, Cantharis. Cantharis peut être utilisé aussi pour les infections oculaires. Il y a surtout une sensation de brûlure assez abominable. L'otite muqueuse et l'angine cryptique, kalium mur. Alors, kalium mur, c'est un grand remède des fausses membranes et assez systématiquement après la prise d'un médicament ou d'un vaccin. Calimur, il fait partie du fût Callium muriaticum compositum et qui est le grand remède de relance du système immunitaire après une polyvaccination. Alors, ça c'est dans l'aigu, mais bien sûr, il y a des angines qui guérissent mal. Et là, on pourra penser à pulsatilla, surtout si le sujet a le côté doux, indolent, un peu pulsatilla, avec des sécrétions muqueuses jaunâtres non irritantes, ou kalium sulf, qui est le sel chronique de pulsatilla. La différence avec pulsatilla, c'est qu'il a les mêmes symptômes, mais là, les sécrétions commencent à être pas mal irritantes. Et puis, plus grave, hydrastis, sécrétion jaune verdâtre, épaisse, visqueuse, irritante. C'est un très bon draineur des muqueuses. Et puis surtout, l'inflammation. Et les sécrétions sont étendues à la gorge avec un enrouement et une toux sèche et rauque. Alors, il y a des cas graves, bien sûr. Le phlegmon périamygdalien, vous voyez, là, il est beau. Alors, les allopathes, ils ne s'embêtent pas. Quand il y a un phlegmon périamygdalien, ils mettent un coup de bistouri pour que le phlegmon coule. Ce n'est pas idiot, d'ailleurs. Nous, on utilisera arsenicum album, qui est le grand remède d'aggravation d'inflammation de la peau et des muqueuses. Cisès beckia, qui est une petite plante indienne qui a une polarité lymphoïde remarquable dans les adénites persistantes. Ce n'est pas la peine de monter beaucoup les dilutions pour Cisès beckia, 4 ou 5 CH, ça suffit. Et puis Echinacea en basse dilution, si l'état général s'aggrave et qu'on suspecte une septicopioémie, c'est-à-dire avec des pics
thermiques répétées. Et là, on se dit, là, le sujet n'a plus les capacités de prendre le dessus facilement. Alors, l'intérêt d'Echinacea, c'est que pendant 5 jours, il va augmenter à dose pondérale, c'est-à-dire soit par exemple sous forme de teinture mère ou de première décimale. Ça existe en comprimé à sucer, en gouttes, en tout ce que vous voulez maintenant. Beaucoup de labos en font. Et donc, ça permet d'augmenter de 40% le taux des globules blancs. Donc, boost immunitaire remarquable avec Echinacea. Mais en sachant qu'à partir du 5e jour, ça va avoir tendance à redescendre, même si vous continuez. Donc, c'est vrai, c'est pas un remède de prévention, c'est un remède de soutien pendant l'infection. Alors, on a les complexes homéopathiques, les CHU, complexes homéopathiques d'urgence, qui marchent bien dans l'infection. Donc là, on va en associer 3. Calcaréacombe pour les phénomènes d'inflammation, sulfurcombe pour les phénomènes de stagnation, et puis l'achésis pour l'inflammation non collectée, et par sulfure pour l'inflammation collectée et drainable. Et on pourra répéter plusieurs jours en fonction du tableau clinique, évidemment. Dans les CHU, vous avez deux autres formules qui sont intéressantes, un Kalium mûr pour les suites de vaccination et Baryta compositum s'il y a des grosses amygdales et des ganglions cervicaux multiples. Et en général, là, on va trouver ça dans ce qu'on appelle les amygdalites chroniques, c'est les enfants, ils ont des gros ganglions, ils déglutusent mal parce qu'ils ont des grosses amygdales, etc. Et là, on pourra même d'ailleurs alterner Kalium mûr, parce que souvent ça se déclenche suite de vaccination, et puis Baryta mûr, parce qu'ils ont du mal à se remettre, et puis ils ont cette chaîne ganglionnaire qui est sensible. Alors pour les CHU, vous trouvez le détail des formules des CHU dans le site, dans la rubrique cours homéopathie 2e année. Et on vous donne toutes les formules et comment s'en servir. Alors, vous avez des cas intéressants aussi, les angines traînantes. Alors, c'est assez rare, heureusement, mais on peut le voir. Et là, il y a des remèdes qui sont tout à fait intéressants. Myristica, qui est le bistouri des homéopathes. Alors, moi, je m'en sers pour le drainage, par exemple, d'un abcès collecté des piliers. Souvent, on s'en sert pour un petit abcès des paupières, par exemple. Vraiment, ça le vide. C'est assez spectaculaire. Dans la journée, l'abcès se vide. Donc là, ça va être le bistouri de l'homéopathe pour l'abcès des piliers de l'amygdale. Calcaréasulf, c'est une infection chronique avec un pus jaune verdâtre qui est assez vilain. Alors là aussi, il faudra se demander pourquoi. Et là, évidemment, on va trouver des sujets avec des immunités délabrées, souvent anciens fumeurs, ou encore fumeurs, buveurs, ou avec des co-infections, des hépatites C, des choses comme ça, qui ont perturbé notablement leur état immunitaire. Et puis silicéen, qui est un grand remède d'inflammation froide, et qu'on utilisera si le pus est blanchâtre, et surtout si on est dans un contexte post-vaccinal, et en particulier, c'est le grand remède des suites du BCG silicéen. Voilà, donc je vous ai remis les angines à répétition, qui est souvent un motif de consultation chez quelqu'un qui fait des médecines un peu différentes, un peu complémentaires. Alors, les angines à répétition, c'est la manifestation d'un blocage du pôle lymphoïde, donc rate pancréas, régulation, adaptation. Et là, le traitement diathésique est indispensable, parce que derrière le blocage de la rate pancréas et l'état lymphoïde affecté, il y a un patient qui a souvent d'autres problèmes. Donc, il faut falloir déterminer lesquels. Alors, l'engorgement ganglionnaire, barytacarbe et sulfuriol,
Kalium-Biche, on en a parlé, les amygdales cryptiques, et un écoulement muqueux purulent dans tous les orifices. Thuya, avec une hypertrophie amygdalienne et également des végétations chroniques, chez un enfant qui la plupart du temps est polyvacciné et polyinfecté. Causticum, qui a lui au contraire a des amygdales atrophiques mais fragiles, et le premier symptôme de l'angine de Causticum, ce sera l'aphonie. Et puis enfin, on en a déjà parlé, l'Lycopodium, qui est un patient avec un foie fragile, une sécheresse cutanéo-muqueuse, et puis facilement, il attrape le moins de courant d'air. Il a toujours un bouton quelque part. Mais là aussi, ça dépend de la problématique du patient. L'angine diphtérique, alors ça, c'est plus compliqué. On va utiliser par sulfure l'accaninum, l'acésis, kaliumbrome, phytolacca. Si vraiment il y a des hémorragies de l'épuisement muriatique acide, sans fièvre, carbolique acide, on va avouer de toute façon l'angine diphtérique. C'est un peu historique parce que si vous avez une angine diphtérique, vous allez l'adresser tout de suite aux urgences. Par contre, très intéressant, vous allez voir des rhumatismes articulaires aigus ont poussé, et le traitement classique du rhumatisme articulaire aigu, c'est l'aspirine et la cortisone. Donc, ce n'est pas extrêmement recommandable au long cours. Donc, si vous pouvez passer un des remèdes qui correspondent à Apis, Arnica, Bryonia, Colchicum, en fonction des symptômes, bien sûr. Et puis, on pourra penser à streptococcinum, le nosode, si les antistreptolysines restent élevés après un rhumatisme articulaire. Localement, gargarisme avec phytolacca, 4 à 6 fois par jour, 5 petites gouttes de phytolacca. On pourra utiliser aussi calendula s'il y a une suppuration prolongée et des abcès à cicatriser. Souvent, phytolacca suffit parfaitement tout seul. Ce n'est pas la peine de prendre des trucs pulvérisés, etc. C'est du gadget pharmaceutique, phytolacca en gargarisme, ça soulage, ça décongestionne très très bien. Alors, j'ai trouvé ça sur la toile, là, les homéopathes hindous, ils font des petits pense-bêtes, vous voyez, les remèdes de l'angine, baritacarbe, belladone, phytolacca, mercurius. Ferrum phos, Ferrum phos, c'est quand il y a un épuisement du sujet. Et guaiacum, alors ça c'est intéressant, guaiacum c'est un remède du groupe de causticum, des ammoniums. Et en fait, c'est un remède de guaiacum de poussée d'arthrite rhumatismale. Et en fait, on ne l'utilise pas souvent, celui-là. Les nosodes. Alors, qu'est-ce que c'est une nosode? C'est un remède homéopathique fabriqué avec un microbe ou un tissu infecté par un microbe, plutôt. Et on ne va pas les utiliser en aiguë, les nosodes, on va les utiliser dès que le pus disparaît pour éviter une nouvelle rechute. Donc surtout, si le cas est chronique, quand le patient ne réagit plus au remède. Ça, c'est la grande indication des nosodes. Tuberculinum. Alors le sujet maigrit malgré un bon appétit, sueur nocturne, ça c'est typique de tuberculinum. Aviaire ou VAB, qui sont deux autres tuberculines. C'est grand remède des bronchiolites qui alternent avec les angines, surtout si on a fait un BCG ou une intradermoréaction. Psorinum, infection traînante ou récidivante chez un sujet frileux. La notion de frilosité est très importante chez Psorinum. L'uésinum, ça c'est l'angine ulcéro-nécrotique. Pyrogénium, là on a un problème de pus et avec beaucoup de fièvre. Diphtérotoxinum, là il faut qu'il y ait quand même la notion d'une toxine diphtérique, et en particulier, on le voit plus souvent qu'on ne pense, c'est l'angine après un vaccin antitétanique composé,
donc dans laquelle il y a la diphtérie. Et puis, ça c'est une astuce de Julian, qui était mon maître en homéopathie dans les années 60. Toxoplasma gondii, qui est le toxoplasme, qu'il utilisait lui dans les mononucléoses infectieuses qui traînaient. Toxoplasma gondii. Toxoplasma a beaucoup de symptômes de la mononucléose dans la mesure où il y a des ganglions, il y a la fatigue, il y a le fébricule, il y a l'inflammation des muqueuses, etc. Alors, il faut bien comprendre que on peut donner du virus Epstein-Barr. La plupart des laboratoires homéopathiques en dehors de la France ont du virus Epstein-Barr comme nosode. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de l'homéopathie, on est dans le domaine de l'isothérapie. On peut utiliser aussi des oligoéléments, manganèse cuivre, bismuth, magnésium, soufre, cuivre en argent, si c'est récidivante. Et puis, il y a des complexes immunostimulants. Vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis le complexe immunium, pisionate, qui donne une bonne stimulation immunitaire. Alors là, on va retrouver Echinacea, l'acérola pour la vitamine C, Oncaria tomentosa, ça c'est la griffe, et puis les oligoéléments qui vont doper le système immunitaire et faire que le patient s'en sort pas trop fatigué et sans séquelles. Le plus simple, et moi c'est ce que j'appelle la prescription téléphonique, c'est des complexes en homéopathie. Alors vous avez chez Regvec le R1 angine acide, qui marche très très bien dans les angines et les inflammations de la gorge. Vous voyez qu'il y a apis, belladone, hypersulfure, calimich, lachesis, mercurus, et phytolacca. Il y a vraiment tous les remèdes qui couvrent le syndrome angineux. On le trouve en Suisse, en Allemagne, à peu près partout, sauf en France, on ne le trouvait pas. Et heureusement, maintenant, il est disponible grâce à la grande pharmacie de la place Castellane à Marseille. Donc, vous pouvez lui demander le R1 angine acide et il vous l'envoie rapidement. Le laboratoire Hell, alors spécialisé en homotoxicologie. Alors là, vous lui donnerez belladonna au macorde pour la fièvre et la congestion. Et puis, on va pouvoir jongler avec un certain nombre de complexes pour avoir un bon effet, et en particulier Tonsilla sui compositum, qui est une organothérapie à base d'amygdale de cochon, et qui a un effet immunostimulant tout à fait remarquable. Chez Boiron, il n'y a guère que l'homéogène 9 qui contient les remèdes de l'angine, mercurius en particulier, mais pour moi, les dilutions sont un petit peu trop basses. Donc, ça marche moins bien, c'est moins spectaculaire. Enfin, si on a que ça, c'est mieux. Alors, la phytothérapie, ça n'a pas une indication extraordinaire dans l'angine, si ce n'est de calmer, d'avoir un effet calmant de l'inflammation, et en particulier un effet de cicatrisation, quand il y a des cryptes, quand il y a... Voilà, et puis se prépare une tisane, c'est sympa. Alors là, par exemple, vous avez une petite formule qui marche bien, la guimauve, la mauve et la guimauve, qui sont des antiseptiques muqueux, parce que ça contient en particulier des mucilages. Le bouillon blanc, qui est un décongestionnant vasculaire, et le coquelicot, qui est un sédatif de la famille de l'opium. Donc ça marche bien. Vous laissez infuser. Vous mettez dans le... Vous pouvez démarrer dans l'eau froide, et puis vous laissez infuser. Vous coupez dès que ça bout, vous laissez infuser 10 minutes, et puis vous pouvez boire dans la journée, et c'est très intéressant. Le miel d'eucalyptus est intéressant parce que l'eucalyptus est antiseptique, et en particulier, c'est un très bon antiseptique de la gorge. Vous lirez sa pathogénésie, il est du groupe de l'arsenic, l'eucalyptus. Alors, on va terminer sur un cas clinique, bien intéressant. Donc, c'est une femme de 35 ans, en couple et sans enfant. Elle travaille à plein temps dans l'administration.
et elle consulte pour un problème d'angine à répétition depuis l'âge de 14 ans. Et elle en a au moins 3 par an. Donc vous voyez que c'est quand même assez invalidant. Et alors, comme antécédent, on note une mononucléose infectieuse à 13 ans. Ça fait quand même un moment, il y a prescription. Par contre, elle souffre de plusieurs intolérances alimentaires, les œufs, les amandes, le gluten, les laits. Donc ça, c'est vraiment les grandes intolérances alimentaires. Donc c'est quand même invalidant au niveau du choix des repas. Et ces intolérances alimentaires, bien sûr, vont perturber le fonctionnement du foie, vont créer une inflammation de bas grade et vont entraîner des douleurs. Alors j'ai marqué articulaires, mais en fait elles sont périarticulaires. C'est-à-dire que ça va passer de l'une à l'autre. Et puis il y aura souvent un dérouillage matinal. Heureusement, elle ne suit aucun traitement allopathique. Alors ceci dit, on est étonné de voir les gens à qui on dit qui savent qu'ils ont des intolérances alimentaires et qui n'en tiennent aucun compte. Et alors souvent, à ce moment-là, ils viennent nous voir dans des situations compliquées et ça cède dès qu'on les renvoie sur leur problématique d'intolérance. Alors a priori, l'intolérance alimentaire, c'est phase 3 et 4. Et là, on voit que c'est une dame qui est en phase 3. Le patient est en phase lymphoïde. Vous savez que la phase lymphoïde, c'est rat pancréas, c'est le pus, c'est le mercure, etc. Elle a un IMC. Alors là, on voit qu'elle est un petit peu, bon, il n'y a pas un vrai surpoids, mais enfin, elle est un petit peu enrobée. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des paramètres d'immunité? Les albumines sont basses, elles commencent à rentrer dans la sécheresse, c'est intéressant. Et puis surtout, elle a les alphins élevés. Donc la dissociation albumine-sécheresse et alpha-inflammation, c'est assez typique de l'entrée dans l'état acide. Donc, on est vraiment en phase 3-4. Donc, suppuration avec une entrée. Alors, c'est pas encore très très sec, mais quand même. Et par contre, ce qu'on voit bien, c'est une grosse hyper-alpha-2, pratiquement à 2 écarts-types. Et ça, vous savez que l'hyper-alpha-2, ça signe l'inflammation cutanéo-muqueuse. Les bêta et les gamma ne sont pas vraiment perturbés, et donc le système, on est encore sur une atteinte à défense macrocytaire, alpha-alpha-2, mais on n'est pas encore sur une défense de type lymphocytaire, hyper-bêta-gamma. Il y a un stress oxydatif qui n'est pas négligeable quand même. Sur sécheresse, on a vu ça, c'est négatif. Le score hormonal, il y a l'iode qui est trop élevé, donc ça veut dire qu'elle est bien intolérante, il y a bien des phénomènes gênants à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait? L'ammonium et les acides sont un petit peu bas, mais enfin, il n'y a rien de spécial à dire. Le manganèse et le calcium sont également un petit peu bas. Alors, le coefficient de stabilité biologique, il n'est pas très bon, il devrait être au-dessus de 75. Bon, il n'y a quand même pas péril en la demeure, mais enfin, là, il y a problème. Et par contre, ce n'est pas vasculaire. Donc, on l'a vu au niveau des terrains, le paramètre vasculaire n'était pas impacté. Alors, comme c'est un BNS 24, donc on va vérifier la situation de tous les paramètres. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien l'hyper-alpha, alpha-2, donc on est dans une défense macrocytaire avec des phénomènes de chaleur au niveau cutanéo-muqueux. Il y a un début donc de sécheresse. La sécheresse est confirmée par le fait que le stress oxydatif soit en bas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le cuivre qui est très élevé. C'est un paramètre qui est souvent lié à l'alpha. Donc probablement il y a des crampes et des phénomènes spastiques, une toux, des choses comme ça. Et puis on voit donc le paramètre arsenic, un petit peu élevé, et le paramètre iode, qui sont les 2 grands paramètres d'allergie. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Voilà.
Et alors, si, chose curieuse quand même, il y a le mercure qui est extrêmement bas. Et ça, vous savez que le mercure extrêmement bas, que quand un paramètre est bas, ça indique qu'on est dans une situation chronique. Donc, le mercure étant un paramètre de suppuration, le fait qu'il soit tout en bas, ça signe la chronicité. C'est ce qui correspond bien au tableau clinique. Donc, on va être obligé de choisir des remèdes qui vont traiter la chaleur, la tension nerveuse, l'allergie, tous les différents problèmes qu'il y a, la sécheresse des tissus. Alors, on demande au système de nous faire une petite répertorisation. Qu'est-ce qu'il nous trouve? Il nous trouve le mercure, la teinture calendula en mal de gorge, éventuellement Mercurus cyanatus, s'il y a les symptômes, et puis avec le cuivre, il y a beaucoup de spasticité, et il propose Drosera, qui sera un remède qui marchera certainement bien si elle commence à tousser. Micronutrition, inflammation des muqueuses, donc on va essayer de traiter ça. Et puis, on va regarder quand même l'état du foie. L'état du foie, quand vous avez tant d'importantes intolérances alimentaires, l'inflammation digestive va se reporter sur le foie et le foie n'ira pas bien. Alors d'autant plus que le foie, étant dans une situation un petit peu périlleuse, il risque de tout balancer sur son méridien interne qui lui va à la gorge. Donc ceci explique peut-être cela. Quelles sont les plantes qui sont proposées? Alors, elles sont intéressantes. Vous voyez, il y en a une dont on parlait dans notre préparation phytothérapique, c'est la guimauve. Alors la guimauve, on la donnera pas en indé, et on va faire des infusions parce que justement, comme elle possède des mucilages, la meilleure façon de les extraire, c'est à l'eau. Et puis on pourra même lui faire sucer de la réglisse pour adoucir cette inflammation-là. Voilà, alors après il faut voir son état de fatigue, ses peurs, etc. Il y a quelques questions à poser. Et alors, très intéressant, il n'y a pas d'essence vraiment antiseptique. Par contre, il y a l'oranger doux et la mandarine qui apparaissent en tout premier. C'est très intéressant, c'est deux essences très sédatives et de défense des muqueuses. Donc, on pourra utiliser l'oranger doux et la mandarine, qui sont en effet très, très efficaces. En résumé, alors, je vous fais un petit résumé quand même. Premièrement, ce qu'il faut faire, dépister une angine à complications. Ne pas dire, ouais, dans 3 fois sur 5, c'est rien, on laisse tomber, etc. Il ne faut pas passer à côté d'un streptocoque hémolytique ou d'une mononucléose infectieuse ou de choses encore plus ennuyeuses. Donc, le patient, streptotest, soit c'est vous qui le faites si vous êtes médecin et que vous avez le matériel, soit vous leur dites d'aller au labo se faire un test écouvillonnage. Respecter la fièvre autant que possible. Bien expliquer que c'est la fièvre qui guérit l'enfant à la mère et puis à l'adulte qu'il faut supporter d'avoir un peu mal de tête, des myalgies, etc., qui sont données par la fièvre. C'est ce qui va lui permettre de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ensuite, choisir un traitement homéopathique qui accompagnera l'affection en réduisant ses symptômes et sa durée. Alors, personnellement, moi j'aime, moi je vois surtout des cas chroniques graves, donc souvent j'ai pas le temps de m'occuper des angines, et donc je fais de la prescription téléphonique avec un complexe, style par exemple R1, angine acide. Et puis surtout, par contre, je vais essayer de voir sur quel terrain, c'est la fragilité du terrain, qui a favorisé la croissance des germes. Donc là, le BNS est très très important. Peut-être pas la première fois, mais dès qu'il y a une deuxième angine dans l'année, on doit se poser la question. Il y a vraiment une fragilité du terrain. Quelle est-elle?
Et est-ce qu'on peut corriger les mauvaises habitudes? Ben là, on a eu un cas magnifique avec une intolérance alimentaire, mais ça peut être des polyvaccinations, ça peut être la prise de certains médicaments. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont immunodépresseurs, hein. Par exemple, les statines sont immunodépresseurs. Quelqu'un qui est aux statines, pratiquement tous les hivers, il fait une angine ou une bronchite. Et puis, corriger les cofacteurs de ces congestions lymphoïdes. Le diabète, vous savez que les germes adorent le sucre. Un trouble hormonal, les angines cataméniales par exemple, hein. Et puis toutes les hormones vont, même la pilule, va entraîner une congestion des muqueuses, hein. On le voit bien, les dentistes le voient bien dans certains cas au niveau des dents. Des inflammations de bas grade qui peuvent être des infections virales chroniques ou un certain nombre d'autres choses. Et puis l'intoxication médicamenteuse ou vaccinale, et c'est certain que actuellement on voit beaucoup d'enfants qui après une polyvaccination va, dans les 3 semaines, va déclencher une angine. Alors il ne faut pas paniquer, il faut dire que c'est merveilleux. L'organisme a trouvé le moyen de faire de la fièvre, a trouvé le moyen d'éliminer du pus, des anticorps en excès, etc. Donc, un enfant polyvacciné qui fait de la fièvre, c'est un enfant qui se porte bien. Et surtout qui ne fera pas de complications à long terme. Donc, alléluia. Voilà, donc pour nous contacter, vous voyez ce qu'il en est. Alors, je vais prendre les questions. Ah bah Jean-Yves, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Okay. Ils sont éberlués. Alors, est-ce qu'ils ont préparé Noël alors, à ce moment-là? Parce que là, moi, je suis très, très occupé. Ah ouais, je vois ça. Ah, je suis très, très occupé. En tout cas, je vous souhaite un excellent Noël et d'heureuses fêtes à tout le monde. Je pense que vous avez bien travaillé, donc vous l'avez tous mérité amplement. Oui, je suis assez d'accord. Donc, je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Ah, il y a Ariane qui a une petite question. Alors, on l'écoute. On attend. Je pense qu'elle rédige sa question. Alors, plusieurs questions. D'accord. Alors, concernant les intolérances alimentaires et traiter le foie, elle n'a pas compris ce qui a été dit en termes de micronutrition ou autre. Elle n'a pas compris. Alors, ça dépend. Moi, j'ai donné un complexe de micronutrition qui est un complexe tout bête qui marche bien pour remonter le niveau de la réaction immunitaire quand elle est basse, hein. Évidemment, quand vous avez une inflammation de bas grade, que ce soit, je ne sais pas moi, une hépatite virale ou une glomérulonéphrite à bas bruit, qui évolue à bas bruit, ou une intolérance alimentaire, ou un truc comme ça, hein. Donc évidemment, le foie, c'est lui qui est en première ligne de tous les phénomènes inflammatoires, en particulier alpha 1, alpha 2. Et puis c'est lui qui va débrancher la réaction auto-immune excessive. Et donc, il va falloir traiter le foie. Donc là, vous donnez un complexe pour le foie, ou vous choisissez une plante dans le BNS, vous choisissez une plante qui a une polarité hépatique. Ou vous donnez carrément du foie en organo ou en sirothérapie. D'accord. Alors, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'un macrolide? Alors, le macrolide, c'est une des 5 grandes familles d'antibiotiques. L'érythromycine, par exemple, est un macrolide. Alors là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous allez sur le site, il y a un certain site qui s'appelle médecine-intégré.com, hein, sans accent. Vous allez dans cours naturopathie 2e année et vous avez tout un cours de pharmacopée. Alors, c'est un cours de pharmacopée allopathique pour que justement vous preniez connaissance des indications des remèdes allopathiques et puis de leurs effets secondaires et de leurs effets délétères. Quand est-ce qu'ils sont indiqués, quand est-ce qu'ils ne sont pas indiqués. Par exemple, les macrolides, c'est d'excellents remèdes,
des grammes positifs. Hein. Par contre, ça surcharge le foie et la vésicule biliaire. Des fois, on a des réactions qui sont pas tristes. Mais on les choisira si les gens sont intolérants aux antibiotiques, sont allergiques à la pénicilline, par exemple, parce que la pénicilline, ça donne des réactions encore beaucoup plus graves. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le chapitre de pharmacopée. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de naturopathes qui ne sont pas au point en pharmacopée. C'est intéressant quand le patient vient vous voir avec quelque chose d'un peu bizarre, demandez-lui toujours les médicaments qu'il prend. Prenez le temps d'aller regarder dans le Vidal ou dans un compendium quelconque quelle est la classe de ce médicament et quels sont ses effets secondaires et quels sont ses risques. Les effets secondaires sont souvent minimisés par les médecins et par les fournisseurs, mais par contre, dans les compendiums, ils sont bien décrits. Et quand vous avez un patient qui vient avec des symptômes où vous ne comprenez rien et qui prend des médicaments, prenez vraiment le temps de le lire, vous allez découvrir tous les symptômes qu'il présente dans les effets secondaires de ces médicaments. Merci Jean-Yves. On a une autre question. Donc, dans le cas d'angine, plus douleur qui irradie vers l'oreille, comment différencier phytoloaca et capsicum? Alors, de toute façon, vous n'avez pas besoin de les différencier. Hein. Phytolacca, on va l'utiliser en bas de bouche, en gargarisme, hein. Alors que le capsicum, c'est vraiment à remettre de l'otite aiguë. Donc, vous allez regarder le tympan. S'il est rouge, vous pouvez y aller avec capsicum. D'accord. Et on nous demande aussi qu'est-ce qui a été recommandé à la patiente qu'on a présentée en cas pratique. Alors, Altea officinalis, hein. Je vous ai dit la guimauve. D'accord, ok. Tisane de guimauve, hein, avec bien sûr un streptocoque négatif. Hein. Et en 3 jours, elle est guérie. D'accord. Alors, qu'en est-il du badigeonnage du bleu de méthylène? Docteur Valnet, avec une feuille de ronce en décoction, remède de grand-mère. Oui, alors il y avait le bleu de méthylène et la teinture d'iode. Hein, ça, c'est des remèdes qu'on utilisait pendant la guerre quand il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et on faisait des badigeons à la teinture d'iode et au bleu de méthylène. Ça ne sert pas à grand-chose, hein, bon, le bleu de méthylène. Alors, l'ennui du bleu de méthylène, c'est qu'une fois que ça touche un tissu, c'est indélébile. Hein, vous ne sortez plus. Et puis, quand vous l'avalez, ça passe dans les urines et alors les slips sont à balancer après. D'accord. Évidemment. D'accord, donc la personne qui nous posait la question nous dit qu'elle mangera des chamallows pour ses angines. Oui. C'est pas vraiment concentré. Hein. Je vous conseille plutôt de l'utiliser en infusion, par exemple, si vous pouvez en avoir en infusion. Les chamallows, c'est vraiment juste pour le goût. Hein. Ben voilà. Non, sinon, c'est un très bon remède, hein, la guimauve. D'ailleurs, la pathogénésie homéopathique, donc l'utilisation de la guimauve en haute dilution, Altea officinalis, c'est un remède du groupe du calcium, hein, et donc des phénomènes de stagnation-chaleur, et avec une grosse pathogénésie d'infection urinaire. En fait, c'est un remède d'inflammation des muqueuses. D'accord. Alors, on a une question d'une participante qui nous indique que sa fille fait des angines à répétition, donc cryptiques avec lambeaux blanchâtres. Elle est systématiquement traitée par antibiothérapie car elle a été opérée du cœur pour prévenir l'endocardite. Que peut-elle prendre comme traitement en prévention? Parce qu'elle en fait à peu près 5 par an. Oui. Alors, on pourrait croire qu'elle a été opérée du cœur pour prévenir l'endocardite. Hein. Alors, en fait, on lui donne, à partir du moment où elle a fait une angine à streptocoque, elle a fait une endocardite, et à partir de ce moment-là, tout le monde a peur, et donc dès qu'elle fait une angine, on la traite aux antibiotiques, parce qu'on considère que ça peut être une récidive, et surtout, comme elle a une endocardite, ça risque de l'aggraver. C'est ça la séquence. Alors oui, ça paraît logique, on ne va
pas prendre le risque d'aggraver une endocardite qui n'est peut-être que débutante. Alors là, évidemment, là vraiment, on n'est pas sur un problème de germe, on est sur un problème de terrain. Donc, si elle fait plus de 3 angines dans l'année, c'est que son terrain ne se défend pas. Donc, si son terrain ne se défend pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs, il y a un problème interne. Donc, le BNS est indispensable. Là, on va mettre en évidence un déficit quelconque. Voilà. Alors là, bon, on a pris l'exemple d'un problème d'intolérance alimentaire, mais ça peut être un fond allergique, ça peut être, comme je vous ai dit, des médicaments, ça peut être vaccinal, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être en retour d'une infection, par exemple. On a des angines après des grippes ou des trucs comme ça qui effondreraient le niveau immunitaire, et à ce moment-là, le streptocoque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le streptocoque, on en a tous dans la bouche. Hein. Si on est 21 participants ce soir, si on se faisait un petit écouvillonnage, il y en a au moins 3 ou 4 qui auraient du streptocoque dans la bouche. Donc on ne fait pas d'angine. On n'est pas 3 ou 4 parmi les 21 à faire des angines. Par contre, dès que les gens ont une baisse immunitaire, l'angine va en profiter pour se manifester. C'est pour ça, c'est toujours le même problème. Hein. Les allopathes ont tendance à traiter ce qu'ils voient, et donc vous avez une angine, allez hop, test, antibiotiques, etc. Mais ils ne se posent jamais la question, qu'est-ce qu'il y a dessous? Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Ben, il y a des régulations qui sont déficientes, et le système immunitaire ne peut pas faire correctement son travail. Et puis, tant que vous n'aurez pas étudié de façon un petit peu approfondie qu'est-ce qui se passe vraiment, vous ne pourrez pas faire les corrections optimales, et donc le patient va rechuter. Donc, ce que j'ai à dire à Carole, ben, c'est, j'espère qu'elle a fait un BNS, et puis à partir de là, elle va mettre en place le traitement du BNS sur plusieurs années. Elle va en faire un tous les ans, et puis elle va corriger le terrain de sa fille, et sa fille ne fera pas d'angine. Si elle fait des angines, 3-4 angines par an, c'est que le terrain n'est pas corrigé. Ça me paraît évident. Voilà, et on comprend mieux comment, quelle est l'importance du terrain pour traiter des pathologies en toujours, mais chroniques aussi. Et Non, pourquoi on vous a présenté l'angine? Parce qu'en effet, ça se trouve dans tous les ouvrages médicaux classiques et pas classiques, hein, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est un phénomène aigu qui est la partie émergée de l'iceberg. Alors, c'est important de dire aux patients, OK, on va vous donner, on a un certain nombre de remèdes qui va vous permettre que la fièvre ne soit pas trop importante. Vous allez être KO 3 jours. Hein. Moi, je leur dis d'entrée de jeu, vous prenez le traitement tout de suite, vous allez être KO 3 jours, restez au lit, restez au chaud, reposez-vous, etc. Voilà. Et puis, au bout de 3 jours, ils remontent, c'est fini. Et puis, c'est bien, mais il faut leur dire attention, sauf dans un contexte épidémique, si vous faites une angine, c'est un problème. Et surtout, la deuxième et la troisième angine, c'est BNS à tous les coups, parce que ça veut dire que le corps ne se défend plus correctement, et que les germes qu'on a tous plus ou moins dans la bouche, ils se mettent à devenir virulents parce que le terrain est favorable. Voilà. S'il y a des coquelicots dans un champ, ce n'est pas à cause des coquelicots, hein, c'est parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, le terrain est favorable à leur pousse. c'est joliment dit, ça. Les graines de coquelicots, il y en a partout. Hein. Mais ils poussent qu'à certains endroits. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves pour votre présentation de ce soir. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et j'ai hâte de vous retrouver en janvier avec un nouveau webinaire. On va essayer. À bientôt. Au revoir. Joyeux Noël.